On se retrouve comme promis pour cette deuxième partie de nos grandes questions qui tournent autour de la reconquête amoureuse. Aujourd'hui, ce sont les questions qu'on m'adresse le plus souvent en tant que professionnel de la reconquête amoureuse. Si tout ça vous intéresse, ça commence juste après le jingle. Je vous dis à tout de suite. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On continue, comme promis la semaine dernière, notre petite réflexion autour des questions les plus communément posées, qui me sont le plus communément adressées plutôt autour de la reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, je voulais aborder un angle un peu plus personnel, puisque forcément, travaillant dans ce domaine, il y a énormément de questionnements sur mon positionnement dans ce métier, dans ces analyses, dans ces réflexions, et puis des questions un petit peu plus perso. Je tiens à préciser, avant d'enchaîner donc sur les 5 questions du jour, que je vais pas forcément parler de ma propre reconquête amoureuse pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'elle est décrite en long, en large, en travers dans ma newsletter sur 4 vidéos, je crois. Vous avez un lien sous cette vidéo dans le petit déroulé explicatif, le petit texte qui parle de cette vidéo. Vous avez tout plein de liens, dont celle de la newsletter, celui de la newsletter vous permettant de vous abonner. Il suffit de rentrer votre adresse mail, de valider un nom ou un prénom, et ensuite vous recevrez les vidéos dans votre boîte mail chaque semaine gratuitement. Donc elle est présente là-dedans. Et puis la réalité, c'est aussi qu'on me pose tellement de questions à ce sujet-là que j'en ferai certainement une vidéo qui sera publiée ici sur YouTube. J'essaierai de l'aborder sous un angle différent de celui qui est abordé dans la newsletter, mais je me suis dit que là je voulais parler de choses plus générales, donc ce ne sera pas le sujet du jour. Ceci étant donc fixé, je vais quand même me lancer dans nos 5 questions qui reviennent le plus souvent. Et la première, c'est une question qui me fait marrer, faut être honnête. C'est de me questionner sur la véracité de ma propre reconquête amoureuse. Parce que j'entends bien, et c'est vrai, j'ai entendu cet argument. Alors moi, ça me fait marrer quand je l'ai vécu, mais je comprends évidemment toutes les suspicions, la méfiance, etc. qu'on peut avoir, parce que malheureusement, je travaille dans un domaine où c'est facile de promettre, c'est beaucoup plus difficile d'apporter, et c'est facile de raconter un petit peu n'importe quoi. Après tout, personne va venir vérifier. Donc, à ce questionnement-là, je peux vous certifier absolument que ma reconquête amoureuse, c'est une réalité totale. Si jamais il y a des erreurs dans le déroulé, c'est sans doute au niveau des timings, au niveau du temps. Parce que, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, ça doit faire 11 ans. Voilà, ça va faire 11 ans, fin juin 2009, que Elena et moi nous sommes rencontrés. Et après, l'histoire, c'est que grosso modo, on officialise la relation à Noël, voilà, Noël 2009. Et depuis, il s'est passé tout ce qui s'est passé, cette rupture amoureuse, au bout d'1 an et demi, je crois, peut-être 2, voilà, c'est là où, 6 mois après, au bout de 11 ans, je peux avoir encore du mal à calculer. Et effectivement, ensuite, il y a ce retour, et puis les choses qui s'enchaînent, la souffrance, etc., etc. Je vous avais dit que je ne ferais pas de gros focus là-dessus, mais évidemment, les actions, ce que je partageais en coaching et dans les vidéos, tout ça, c'est vrai, et pour s'en convaincre, je pense qu'il suffit de regarder un petit peu toutes les vidéos et de se dire que si je mens, je le fais quand même super bien, parce que je raconte toujours la même chose, même quand je change l'angle abordé. Et puis, s'il reste des sceptiques, il n'y a pas de souci, je vous invite à regarder sur les différents réseaux sociaux. J'ai un Instagram qui est en mode public, vous verrez Elena, vous verrez que c'est le bon prénom, elle a même un pseudo où il y a son prénom dedans, vous verrez mes enfants. Et si tout ça je le montre de toutes pièces, il faut que je loue de l'acteur, et de l'acteur de qualité, parce qu'il faut que ce soit toujours la même depuis des années. Donc voilà, oui, il y a une réalité absolue dans ce que je vis. Oui, j'ai bien vécu une rupture amoureuse, et oui, j'ai bien vécu aussi mener une reconquête. Ça éclaircit le premier point. Je sais que c'est bizarre de commencer par là, essayer de se justifier.
mais c'est une question qui revient de temps à autre, voire un peu trop souvent à mon goût. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Après, évidemment, vous me croyez pas, les preuves, tout est discutable, hein, je peux faire des montages, mais c'est pas une poupée gonflable, elle existe pour de vrai, et ma famille aussi, tout comme vous pouvez vérifier que je suis bien en Laponie. Les gens que j'appelle me le disent, hein, souvent c'est un des premiers commentaires, c'est « Ah, il y a le plus 46 qui s'affiche !» Oui, c'est l'indicatif suédois. « Il y a le plus 46 qui s'affiche, tu m'appelles vraiment de Suède ?» Bah oui, je fais pas semblant de t'appeler de Miami ou du Japon ou je ne sais quoi. Oui, j'habite vraiment en Suède. Vous voyez le style de la baraque, rouge, tout ça, machin, c'est vraiment 100% suédois. Voilà pour notre première question. La deuxième question, c'est une double question. Elle s'adresse à d'abord mon cursus et ensuite ma légitimité, du coup, avec ce cursus, à entrer dans ce domaine-là. Parce que il est vrai que on m'adresse souvent de toute façon, tu parles de choses, de critères psychologiques et tu n'es pas psy, etc., etc., etc. Donc, pour faire un point très clair sur mon cursus, j'ai un master AES, administration économique et sociale, mention ressources humaines à Paris 1, qui est Panthéon-Sorbonne. C'est pareil, c'est vérifiable, hein, il doit y avoir des traces, j'imagine que vous avez autre chose à foutre que d'aller vérifier, mais c'est vérifiable si jamais l'envie vous en prend. AES, comme je vous le disais, administration économique et sociale, c'est beaucoup d'économie, évidemment, c'est beaucoup de droit, c'est beaucoup de sociologie, ce sont les sciences humaines, c'est grosso modo la suite logique du bac ES pour le mec qui, à l'époque, sait pas vraiment ce qu'il veut faire et qui veut toucher un petit peu à tout. Voilà, beaucoup trop de droit à mon sens, ce chose qui me sort un petit peu par les yeux, ce n'est pas ce que j'appréciais le plus, mais le reste des sciences humaines, quelque chose qui moi m'intéresse énormément et effectivement rien à voir donc avec la psychologie. La psychologie, c'est quelque chose, d'abord, je me revendique absolument pas spécialiste de la psychologie humaine. Par contre, je pense effectivement m'être spécialisé dans la psychologie de la relation de couple, tout simplement, de par l'expérience. Je veux dire très clairement, j'ai commencé par vivre ce genre de choses. Ensuite, j'ai beaucoup réfléchi à ce genre de choses et j'ai beaucoup analysé les autres histoires où tout ça s'est passé et le reste... j'ai envie de dire que c'est du bon sens, c'est ma façon de capter les choses que j'essaye de vous expliquer, tout évidemment en essayant de rester dans une linéarité, et moi ma linéarité c'est l'objectivité, c'est essayer de se dire que la situation est toujours difficile, une rupture amoureuse, et moi je pars du point de vue où j'ai envie aussi de comprendre pourquoi l'autre part et comment il part et ce qui se passe en lui. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai ma compagne, j'en ai d'autres, des personnes évidemment à qui j'ai déjà interviewé si vous voulez, où on essaye de comprendre, etc. Et puis je me suis déjà aussi retrouvé dans une situation où j'ai dû quitter quelqu'un et pas du tout parce que je la détestais ou quoi que ce soit. Donc tout ça mélangé, l'expérience de terrain, tout ça aussi appliqué à finalement ce qui m'a le plus aidé. La matière qui m'a le plus aidé, bizarrement, c'est pas la socio, c'est pas les ressources humaines, c'est l'histoire. Et pas à cause du fond de la matière en elle-même, mais à cause d'un professeur que j'avais à la Sorbonne et qui m'a vraiment boosté sur la manière, si vous voulez, d'organiser ses réflexions dans un travail universitaire, et ce sont des choses, les plans détaillés par exemple, et ce sont des choses dont je me sers encore actuellement, où l'apprentissage du fait de lire et de retenir les choses, alors que je suis littéralement nullissime dans tout ce qu'est le par cœur. Maintenant j'arrive à je sais pas comment l'expliquer d'ailleurs, mais à ouvrir des petites cases dans ma tête qui font que je retiens qui fait que je retiens énormément de choses et où j'arrive à les sortir au moment où il y en a besoin, et de construire un raisonnement extrêmement logique vis-à-vis de ça. Donc le cursus universitaire m'a aidé sur la méthodologie, sur la façon d'intellectualiser les choses, et le reste c'est vraiment énormément de terrain. Est-ce que j'ai moins de légitimité qu'un psychologue ? Déjà, faut bien avouer qu'un psychologue n'est pas un médecin. Donc si vous voulez parler de légitimité, le diplôme reçu n'est pas un diplôme de médecine. Donc finalement, la légitimité, elle est kiff-kiff, elle est pareille. Et puis,
Après, la vérité, c'est que la question de la légitimité, je me la pose pas. Je me considère comme une ressource. Je suis présent, pour vous aider. Vous voulez, c'est cool. Vous voulez pas, c'est cool aussi. Vous aimez, c'est très bien. Vous aimez pas, ça me dérange pas. Surtout à partir du moment où il y a un certain respect. Là où je dois avouer que j'ai beaucoup plus de mal, c'est sur les gens qui viennent par contre critiquer et puis être agressifs, alors que de base, je force personne à acheter quoi que ce soit. Et en plus, je suis pas dans le comment dire, dans l'espèce de volonté de faire du trailer publicitaire dans mes vidéos. J'essaye de donner tout ce que j'ai à donner. Évidemment, il y a des choses en plus dans les formations vidéo et dans le coaching. Déjà, ne serait-ce qu'une adaptation à un cas très précis et dans le coaching à une histoire bien précise. Mais je suis pas dans la dissimulation, dans les vidéos qui durent 2 minutes pour vous donner envie d'acheter le prochain produit, etc. Non, j'essaye vraiment d'être dans une communication et une communion totale avec vous en vous donnant tout ce que j'ai dans les tripes, sur le cœur. Et c'est vrai que du coup, il y a le côté humain où ça fait un petit peu mal, peut-être pas, mais ça fait pas forcément plaisir quand on est carrément insulté ou traîné dans la boue et considéré comme un charlatan. Encore une fois, je comprends la méfiance, mais c'est désagréable quand on essaye véritablement de donner le meilleur de soi. Donc ma légitimité, pour moi, elle vient de mon travail, et j'entends les efforts fournis au quotidien, et elle vient de ce que j'ai vécu, plus tout ça mélangé, empaqueté dans mon cursus universitaire. Je ne sais pas si c'est légitime, mais je sais que j'aide beaucoup de gens et je suis très très fier de le faire. La question suivante, là aussi très difficile, question qui m'est adressée excessivement souvent, c'est de savoir si j'établis des statistiques de la reconquête amoureuse et évidemment combien de pourcentage de réussite, à quelle échelle je me situe. Alors cette question-là, autant je comprends la volonté d'avoir une réponse, autant je comprends que des gens peu scrupuleux puissent vous afficher des chiffres, autant moi dans mon boulot, techniquement, matériellement, mathématiquement, c'est juste impossible. Pourquoi? Parce que la reconquête amoureuse, c'est pas un programme fitness. Moi, les gens, quand ils mènent leur reconquête amoureuse, ils viennent pas se prendre en photo et me dire « Oh, j'ai perdu 25 kilos et je mange des haricots verts, wouhou !» Non, voilà, très clairement, j'ai un nombre incalculable de gens avec qui je vais parler pendant une certaine durée et du jour au lendemain, ça s'arrête. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont échoué? Aucune idée, très difficile de savoir. Ce que je sais par contre, c'est que il m'arrive fréquemment d'avoir des personnes que j'ai déjà suivies 1 an, 2 ans, 3 ans auparavant, qui reviennent m'expliquer qu'effectivement la reconquête avait été actée, mais qu'entre-temps, on a refait des conneries, ou il y a autre chose qui s'est passé, ou etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que établir des statistiques, c'est très compliqué. En outre, qu'est-ce que c'est qu'un échec? Il y a véritablement cette question-là. Comment je dois considérer un échec et une réussite? Vous allez me dire, la réussite, c'est forcément quand la personne se remet avec son ex. Très bien, ok, on est d'accord. Mais dois-je considérer comme échec le fait d'avoir face à moi quelqu'un qui abandonne parce qu'il trouve qu'il souffre trop? Encore une fois, la souffrance à laquelle nous on est confrontés, je la trouve acceptable parce qu'elle fait partie du travail, c'est ça aussi qui nous motive à changer, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Face à une personne qui rencontre quelqu'un d'autre et qui tombe amoureux, amoureuse de ce nouveau profil et puis qui part, qui s'installe avec et qui fait sa vie avec, est-ce que c'est un échec ou est-ce que finalement c'est une réussite puisqu'on a été assez ouvert d'esprit pour casser la logique de dépendance affective et pour casser le fait d'être juste obnubilé par l'autre, on a repris les rênes de son quotidien. Dois-je considérer comme échec quelqu'un qui ne va pas suivre les recommandations qui sont préconisées, à qui je vais parler de légèreté et qui va m'envoyer des lettres, qui va m'envoyer des... Enfin pas à moi, mais à son ex, envoyer des ultimatums, être agressif, etc., etc. Tout cela, bien évidemment, ça va avoir un impact sur le résultat que vous aurez avec la personne que vous avez face à vous. Bien évidemment qu'on ne peut pas assurer un résultat. Encore une fois, on parle de psychologie humaine. Tout peut se passer en bien comme en mal, évidemment. Cela dit, comment puis-je considérer et donc faire des statistiques de ces choses-là quand face à moi j'ai des personnes qui objectivement ne font pas entre guillemets ce que je préconise? Forcément, les statistiques seraient nécessairement biaisées. Donc quand je lis un petit peu partout qu'on a 70% de taux de réussite, il faudra m'expliquer comment on calcule, parce que moi je sais que je me considère comme un peu comme un ninja, quoi, hein. Je suis le travailleur de l'ombre et une fois que votre conquête elle est menée, moi, on me met de côté, ce qui est tout à fait normal, hein. J'ai pas 5
5 ans, j'en veux pas aux gens, mais très souvent, voilà, juste avant, on m'annonce plein de choses. Oh là là, pour te remercier, je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais soi-disant invité à un 3 mariages. J'ai jamais reçu les invitations, qu'on soit clair, véritablement, avec des gens qui à chaque fois me disent, mais je t'assure, je te promets, quand je mène la reconquête, il n'y a pas de souci, limite tu seras mon témoin, quoi. Ouais, bon, d'accord, moi j'attends d'avoir le papier dans les mains, tu vois. Mais l'idée, c'est véritablement ça. Autant je comprends et la motivation et l'envie de me remercier, autant je sais qu'elle disparaît aussi vite que la reconquête est actée, parce que vous n'avez pas envie d'avouer ça à votre ex, parce que vous n'avez pas envie de vous l'avouer à vous. Et puis il y a un autre phénomène aussi qui rend pareil la statistique et la communication autour de la réussite un petit peu biaisée, c'est que j'ai aussi énormément de gens qui réussissent et qui vont considérer, et quelque part c'est un peu le but, c'est bien, mais que ça a été tellement naturel que sur la fin c'était simple, c'était voilà, il y avait une bonne communication, on s'est revus, on sait que du coup mon travail, mes réflexions, tout ce que j'ai apporté est complètement minimisé. Donc on se dit bon voilà, finalement c'est plus grâce à moi que grâce à lui. Et c'est vrai, c'est grâce à vous, c'est le boulot. Mais du coup, il n'y a pas ce petit mail de, comme je vous le disais tout à l'heure, de remerciement, il n'y a pas cette communication directe, il y a juste le fait que je disparaisse. Et je trouve ça bien normal, mais il faut comprendre du coup que dans cette normalité, il y a une énorme difficulté à établir des statistiques. Donc pour moi, ça n'a juste absolument pas de sens. Ce que je peux vous dire par contre, et ça, je ne vais pas faire un tableau parce que ça me paraît très compliqué, mais je reçois absolument de manière quotidienne des mails pour me décrire de grandes avancées et en termes de communication et en termes de rendez-vous, et ce même quand ces mêmes personnes, la première fois où je leur parle, voient leur situation comme complètement désespérée. Ça oui, bien sûr, et d'ailleurs ce genre de petits mails avec les noms cachés et tout gribouillés pour pas qu'on voit qui, quoi, où, mais parfois j'en partage sur mon groupe secret sur Facebook, parce que déjà ça remotive, et puis ça permet effectivement de s'assurer de la présence de résultats, et ça j'en ai très souvent, à tel point qu'évidemment je peux pas tout partager, mais ça c'est une réalité, c'est ma réalité, mais je vais pas vous filmer ma boîte mail pour que vous me fassiez confiance. Notre question suivante, celle-là aussi je me la prends relativement souvent et je le comprends tout à fait, c'est finalement comment on gère le fait de travailler sur la misère des gens qu'on a face à nous. Alors évidemment, là aussi, je comprends le raisonnement, je comprends l'idée, je comprends tout ça. D'ailleurs, je vais être très honnête, c'est un des critères qui, moi, me pousse personnellement à ce que mes vidéos soient travaillées et à ce que gratuitement on ait déjà pas mal de conseils. Vous pouvez regarder dans les commentaires, il y a des gens qui ont mené leur reconquête avec les conseils gratuits, donc comme quoi il y a de quoi travailler. J'essaye de donner véritablement le maximum. À côté, il faut que je bouffe, donc évidemment il y a une ligne très fine, parce que moi, j'ai pas de salaire, si vous voulez, à proprement parler, payé par un patron. Moi, c'est mon chiffre d'affaires qui définit ce que je peux me payer ou pas, donc forcément j'ai besoin de travailler et je le fais sérieusement. À côté de ça, je pense que cette logique-là ne doit pas pousser à être dans l'argent pour l'argent et à juste voir les personnes que j'ai face à moi comme des moutons ou des pigeons. Ça n'a jamais été ma façon de voir les choses et ça ne le sera jamais. C'est pour ça qu'il y a du vrai travail. Maintenant, sur l'idée de misère de la personne que j'ai face à moi, mais la réalité des faits, ce serait pas un peu ça le capitalisme, sincèrement? Ce serait pas un petit peu l'idée de répondre à un besoin à travers une expertise particulière? Moi, je sais faire ça. Je me trouve plutôt pas mauvais, sinon je le ferais plus depuis le temps. Je sais que j'apporte, encore une fois, énormément à beaucoup de gens qui sont très satisfaits. Je vois pas pourquoi j'arrêterais, parce que j'apporte justement quelque chose et que j'arrive à casser cette douleur-là. Si j'étais nul et que je faisais n'importe quoi et que j'arnaquais les gens et que je vendais du rêve et que derrière j'avais zéro résultat et que c'était que des conneries, personnellement j'arriverais pas à me regarder dans la glace. Moi, ce que je me dis, c'est que on a vécu une situation similaire. Je pense réussir à comprendre pas mal de choses autour de cette situation, les motivations de l'ex, pourquoi la situation est comme ça, ce que vous ressentez, ce que la personne ressent au moment d'une rupture amoureuse, la personne que vous avez face à vous, pourquoi, comment la communication, pourquoi elle ne va pas, comment on peut l'améliorer. Il y a beaucoup
beaucoup de pistes de travail. Encore une fois, énormément qui sont mises en ligne gratuitement en plus. Pourquoi est-ce que je devrais me sentir mal de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un? Et puis si on va plus loin, qu'est-ce que fait un médecin? Qu'est-ce que fait encore un psychologue? Qu'est-ce que fait un garagiste? C'est des gens qui se basent sur une problématique qui peut en plus être extrêmement handicapante. Je veux dire, le médecin, le chirurgien qui opère votre cœur malade, il vous sauve la vie, bien sûr, évidemment, et c'est beau, c'est noble, reconnaissance sociale au top. Mais si le cancer n'existe pas, si la maladie n'existe pas, le médecin n'existe pas techniquement. Le psychologue, c'est pareil, et c'est entre guillemets encore pire, parce que là aussi, alors lui, c'est le problème de votre relationnel avec vous-même, si vous voulez. Freud nous expliquait déjà que nous sommes tous névrosés, on a tous un problème avec nous-mêmes, estime personnelle, confiance en soi, complexe, voilà, il y en a partout, des problèmes psychologiques, on a le temps d'avoir des problèmes psychologiques aujourd'hui, donc on en a, et là, nous, on a une personne face à nous qui est capable de s'asseoir dans son fauteuil et de dessiner pendant que vous lui parlez, et qui vous dit ça fera 100 balles. Bon, évidemment, c'est une schématisation grossière, une caricature, bien sûr, mais je veux dire que le dilemme est toujours présent. Pourtant, on ne remet pas la place du psychologue en relief, en questionnement, comme on peut remettre la place que moi je peux avoir dans cet univers-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, et ça c'est ma croyance profonde, sur internet c'est un petit peu ça, n'importe qui peut lancer une caméra, commencer à parler, donc forcément il y a du bon et du moins bon. Dans les gens qui vont être moins bons, en plus, c'est pas forcément une volonté de vous arnaquer, il y a des gens qui veulent vraiment aider, qui pensent vraiment pouvoir maîtriser tel ou tel sujet, mais le problème c'est qu'il y a des lacunes et ils n'ont pas forcément cette objectivité pour la reconnaître. Et puis derrière ça, il y a aussi les gens qui savent justement, là pour le coup, jouer sur la misère, avoir un vocabulaire qui est extrêmement basé sur l'urgence, sur la nécessité d'agir maintenant, sinon ce sera trop tard, votre ex va se barrer, plus jamais vous pourrez, etc. etc. Quand on me demande si j'ai pas honte de jouer sur la misère, moi ce que je dis c'est que mon vocabulaire il est toujours extrêmement positif. Je suis plutôt quelqu'un qui essaye de montrer qu'il y a de l'espoir sans non plus vous raconter que d'abord il faut réagir de manière très urgente et sans, je pense, manquer d'objectivité. Donc après c'est aux personnes face à moi de faire leur propre opinion, mais comme le garagiste qui s'appuie sur une voiture défaillante, et puis une voiture défaillante, on va se dire oh c'est rien, ouais mais il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler, t'es licencié du coup derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer, tu perds tes sous, tu perds peut-être ton logement, tu perds ta famille, etc. etc. Donc oui, un véhicule ça peut être très important. Est-ce qu'on joue sur la misère des gens? Oui, si ta voiture elle est pas cassée, il peut pas la réparer, enfin je veux dire techniquement on répond à un besoin parce que ce besoin existe. Encore une fois, c'est le capitalisme. Et puis, si moi je peux apporter ça, je vais avoir des besoins dans d'autres domaines où les gens, ils s'appuieront sur mes faiblesses pour bouffer. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est véritablement... Alors ça, c'est de l'économie. Ça s'appelle la main invisible d'Adam Smith qui nous explique que la somme des intérêts particuliers concourt à l'intérêt général. Grosso modo, c'est la logique du troc. Toi, tu sais faire des chaussures. Moi, je sais faire du pain. Et vas-y, viens, on échange une paire de chaussures contre 5 baguettes de pain. Voilà, et c'est comme ça que naissent les sociétés capitalistes. Alors là, je suis pas là pour défendre le capitalisme, évidemment. Je suis là juste pour expliquer que si je peux vous apporter quelque chose, je suis très content de le faire. Si vous voulez aller encore plus loin, on va encore plus loin. Si vous voulez vous arrêter au gratuit, vous vous arrêtez au gratuit. Et si vous aimez pas ma tronche, vous pouvez arrêter aussi la vidéo et il y aura absolument aucun problème. Le tout, moi, c'est la seule chose que j'allais dire j'exige, je suis même pas en position d'exiger, mais c'est un poil de respect, quoi. Voilà, c'est tout. C'est bonjour, oui, merci, au revoir, quoi. Les trucs qu'on nous a appris à faire et à dire depuis qu'on est tout petit. C'est pas tout de suite me traiter de tous les noms parce que je dis quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, quoi. On a le droit de débattre, j'ai rien contre le débat. Par contre, j'ai du mal, vraiment du mal même, avec le manque de respect. La dernière question, alors celle-là aussi, je l'ai très souvent, c'est pourquoi cette opposition systématique aux autres producteurs de contenu. Il y en a deux des grands auxquels je m'oppose systématiquement. J'ai pas envie de mentionner les noms parce que dans ma réponse, il y a cette volonté très claire d'afficher qui je suis et ce que je fais. C'est que c'est pas quelque chose de personnel. C'est pas parce que j'aime pas leur tronche. C'est pas parce que je les trouve trop ceci ou trop cela. C'est une question de travail. Et mon travail, c'est pas d'être en opposition systématique avec ces
créateur de contenu. Mon travail, c'est d'essayer d'être objectif sur la situation. Le souci, pour moi, c'est que ces créateurs-là ne le sont pas. Il n'y a pas d'objectivité dans le sens où il y a zéro, à mon sens, psychologie. Quoique, depuis que ma chaîne se développe, j'ai cru remarquer, et on m'a fait remarquer aussi, parce que ça c'est le côté intéressant, quand il y a des gens qui me suivent et qui ont pu suivre les autres créateurs, que finalement, si on pensait que c'est les gros qui influencent les petits, ça a l'air d'être plutôt le contraire, puisqu'il y a des tout nouveaux mots qui sortent, comme les mots psychologie, comme l'amélioration de la communication, alors qu'avant on vous parlait de système qui était plutôt basé sur le silence radio et la fameuse lettre. Moi, ces choses-là, je les constate comme étant très peu utile, pour pas dire totalement inutile, et puis souvent plus dangereuse. Et c'est une logique très matérielle, c'est que grosso modo, sur Google, sur YouTube, quand on cherche la reconquête amoureuse, je suis numéro 3 à peu près. Et avant moi, il y en a donc 2 autres. Et donc forcément, les gens qui passent par le travail personnel avec moi, donc notamment le coaching, sont passés avec ces 2 personnes d'abord. Et bien souvent, les conseils qu'on leur a donnés, ont aggravé la situation. Parce qu'on a oublié la notion de culpabilité, parce qu'on a oublié que le silence radio, c'est aussi un facteur de conflit, parce qu'on a oublié finalement qu'il ne suffit pas d'une lettre et d'un focus très intellectuel pour que la personne face à nous retombe amoureuse de nous. Tous ces systèmes-là que moi je trouve finalement sans queue ni tête, et puis en plus accouplé à un vocabulaire très dans l'urgence, très dans le tout de suite, agis, machin, et puis les vidéos, on dirait des pubs, quoi, les trucs de 10 minutes, achète mon produit, ça va être génial, ça va révolutionner ta vie. C'est pas ma vision de tout ça. Donc moi, j'essaye de rester dans mon cadre. Maintenant, oui, il y a une opposition, parce que malheureusement j'ai constaté en coaching les dangers, en tout cas les conséquences négatives de ces conseils qui en plus parfois relèvent à mon sens de l'agressivité, quoi. Ne lui réponds pas, fais ci, fais ça. Bon là je peux pas entrer nécessairement dans les détails parce que j'ai pas non plus envie qu'on se prenne la tête, c'est pas une dénonciation cette vidéo, mais voilà, je constate des conséquences, des conseils qui sont donnés, qui sont aux antipodes de ce qu'on cherche à faire quand on mène une reconquête amoureuse. Donc oui, il y a une opposition vis-à-vis des grandes idées. Maintenant, c'est pas vis-à-vis des personnes. Elles font ce qu'elles veulent. D'ailleurs, je pense qu'elles s'en sortent beaucoup mieux que moi. Grand bien leur face. Je suis très content pour eux. Mais non, je peux pas aller dans le même sens. Je pourrais jamais vous conseiller d'écrire une lettre. Je pourrais jamais vous conseiller un silence radio. Pour moi, non, ce ne sont pas des idées clés. Bien au contraire, on peut, et puis si ces idées-là, vous avez l'impression qu'elles marchent, il y a toujours cette idée de les atténuer pour les établir dans un cadre beaucoup plus intelligent. Je pense par exemple au silence radio qui devient, quand on a une vraie problématique avec son ex, qui est une problématique de conflit, une adaptation des timings, de se dire non, moi j'attends pas qu'on revienne vers moi, moi je vais laisser un petit peu la personne respirer, parce que si on vient de se prendre la tête, renvoyer un message le lendemain, ça sert strictement à rien, mais derrière, je me réappuierai sur mon environnement, et oui, j'estime par contre que c'est toujours à moi de faire le boulot. Voilà, petite coupure involontaire, plus assez de batterie dans la caméra, mais comme je vous le disais, donc l'idée de silence radio est attentisme derrière, que l'autre revienne à cause du manque, etc., et qu'on vienne s'aplatir face à nous, etc. Moi, c'est pas des choses que je conçois comme étant possibles, si, mais ça revient un petit peu à gagner à l'euro million. Il y en a qui ont de la chance, la plupart du temps, le reste du commun des mortels n'en a pas. Donc moi, toutes ces idées-là où finalement, on sent qu'il manque un chaînon, il manque de la vie, il manque du contraste, effectivement, ça me pousse à entrer dans une forme d'opposition, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de personnel, même si je suis pas fan des business plans qui sont produits de l'autre côté de la barrière, ça reste personnel, c'est plutôt au niveau du travail et de la portée des réflexions sur la reconquête amoureuse que je trouve qu'il y a, à mon sens, un souci, et en tout cas c'est celui-ci que j'essaye de combler. Voilà, ma pauvre caméra, je sais pas si elle va supporter le poids de beaucoup plus de temps à partager avec vous pour aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est très normalement vous abandonner là pour cette semaine. Comme d'habitude, vous savez que sous cette vidéo, vous avez tous les liens utiles pour continuer nos réflexions.
Et puis, il me reste à vous abandonner gentiment là et à vous dire de ne pas hésiter à laisser un petit commentaire ou à justement soutenir la chaîne pour prendre un petit peu de terrain face aux grandes entreprises et aux grands, Manitou de la reconquête amoureuse. Et puis, voilà, on verra bien ce que ça donne tous ensemble. En tout cas, on continue le boulot. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.